Une histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn. Chapitre 23. La présidence de Clinton et la crise démocratique. Les 8 années de la présidence de William Clinton, diplômé de la Law School de Yale et ancien sénateur de l'Arkansas, débutèrent dans l'espoir que ce jeune homme brillant apporterait au pays ce qu'il lui avait promis, le changement. Mais en l'espace de 2 mandats, Clinton aura finalement gâché ses chances de passer, comme il l'aurait voulu, pour l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Sa dernière année au pouvoir fut essentiellement marquée par les scandales entourant sa vie privée. Mais Clinton manqua surtout totalement d'audace dans son approche des affaires internes et se garda bien de toucher aux principes traditionnels de la politique étrangère américaine. En outre, il fit maintes fois preuve d'une prudence excessive et de conservatisme, ratifiant des lois qui satisfaisaient plus le parti républicain et le monde des affaires que les démocrates, dont une partie se souvenait encore des programmes audacieux de Franklin Roosevelt. Sur le terrain extérieur, ces 8 années furent celles des fanfaronnades militaires et de la soumission au complexe militaro-industriel que le président Eisenhower avait dénoncé en son temps. Clinton remporta 2 fois de justesse les élections. En 1992, avec 45% d'abstention, il n'obtint que 43% des suffrages exprimés contre 38% à George Bush père. De plus, 19% des électeurs manifestèrent leur désintérêt pour les 2 partis principaux en votant pour un 3e candidat, Ross Perot. En 1996, avec 50% d'abstention, Clinton l'emporta avec 47% des voix, contre un candidat républicain particulièrement terne, Robert Dole. À l'évidence, les électeurs n'étaient guère enthousiastes. Un autocollant avait fleuri sur de nombreuses voitures. Si Dieu avait voulu que nous votions, il nous aurait donné des candidats. Lors de ce second discours d'investiture, Clinton évoqua une nation à l'orée d'un nouveau siècle, un nouveau millénaire. Il prônait une nouvelle gouvernance pour un nouveau siècle, mais chez Clinton, les actes suivaient rarement les promesses. La date de cette seconde investiture coïncidait avec la célébration nationale de la naissance de Martin Luther King. Clinton cita ainsi plusieurs fois dans son discours le nom du leader noir. Pourtant, les 2 hommes représentaient des philosophies sociales diamétralement opposées. Lorsqu'il fut assassiné en 1968, King en était arrivé à penser que le système économique américain était fondamentalement injuste et qu'il fallait le transformer en profondeur. Il dénonçait les méfaits du capitalisme et militait pour une redistribution radicale des pouvoirs politiques et économiques. Quant à Clinton, étant donné que la contribution des plus grandes entreprises au financement du Parti démocrate atteignait un niveau historique, il fit clairement preuve, au cours des 4 années de son premier mandat, de sa confiance dans le système de marché et dans la libre entreprise. Pendant la campagne de 1992, le PDG de Martin Marietta Corporation fit cette confidence. « Je pense que les démocrates se rapprochent du monde des affaires et que celui-ci, en conséquence, se rapproche du Parti démocrate. » La position de Martin Luther King vis-à-vis de la consolidation du pouvoir militaire avait été la même que lors de la guerre du Vietnam. Cette folie doit cesser. Il rappelait également que le racisme, l'exploitation économique et le militarisme sont intrinsèquement liés. Clinton invoqua le rêve d'égalité raciale de Martin Luther King, mais il se garda bien d'invoquer son idée d'une société qui rejetterait la violence. Même si l'Union soviétique n'était plus une menace, il insista pour que les États-Unis conservent leurs forces de frappe dispersées un peu partout dans le monde pour se préparer à 2 conflits régionaux simultanés et pour qu'ils maintiennent leur budget militaire au niveau de celui de la guerre froide. Malgré la noblesse de sa rhétorique, Clinton démontra au cours de ses 8 années de présidence que, à l'instar des autres politiciens, il s'intéressait plus à la victoire électorale qu'au changement social. Pour obtenir plus de suffrages, il décida que le Parti démocrate devait se rapprocher du centre, c'est-à-dire faire juste ce qu'il faut pour les Noirs, les femmes et les travailleurs, afin de conserver leur vote tout en essayant de grignoter des voix chez les Blancs de la droite conservatrice, avec un appareil militaire renforcé et des programmes plus musclés contre le crime, mais plus timides en matière sociale. Une fois élu, Clinton appliqua scrupuleusement cette stratégie.
Il nomma quelques personnalités qui suggéraient un soutien aux forces du travail et au système social, parmi lesquels, à la tête du National Labor Relations Board, un Afro-Américain proche des syndicats. Mais les postes clés des départements du commerce et du trésor revinrent à de riches avocats d'affaires et son équipe en politique étrangère. Le secrétaire d'État, le directeur de la CIA, le conseiller la sécurité nationale, se composaient des habituels adeptes du consensus bipartisan de l'époque de la guerre froide. Il nomma certes plus de personnes de couleur au gouvernement que ses prédécesseurs républicains. Mais si l'un de ces individus nommés ou susceptibles de l'être se montrait trop audacieux, il était immédiatement lâché. Son secrétaire au commerce, Ronald Brown, qui mourut dans un accident d'avion, était un avocat d'affaires noires. Clinton le trouvait manifestement à son goût. En revanche, Lani Guinier, une noire spécialiste du droit qui devait être nommée à la direction de la Civil Rights Division of the Justice Department, fut recalée quand les conservateurs firent des objections sur ses opinions affirmées en matière d'égalité raciale et de représentation électorale. De même, lorsque la directrice de la santé, Jocelyn Elders, une noire, exprima l'opinion controversée selon laquelle la masturbation devait être abordée dans le cadre de l'éducation sexuelle, Clinton lui demanda de démissionner, assez ironiquement, convenons-en, au vu de ses futures aventures sexuelles à la Maison-Blanche. Il fit preuve d'une semblable faiblesse pour les 2 nominations qu'il fit à la Cour suprême, s'assurant que Ruth Bader Ginsburg et Stephen Breyer seraient suffisamment modérés pour être acceptés aussi bien par les républicains que par les démocrates. Il ne souhaitait manifestement pas de libéraux convaincus, à l'instar de Thurgood Marshall ou de William Brennan, qui avaient quitté la Cour peu de temps auparavant. Les 2 nouveaux membres de la Cour suprême défendaient la constitutionnalité de la peine de mort et étaient favorables à la limitation drastique du principe de l'habeas corpus. Tous les 2 se joignirent aux juges les plus conservateurs de la Cour suprême pour confirmer le droit constitutionnel des organisateurs de la parade de la Saint-Patrick de Boston à en exclure les homosexuels. Pour ses nominations au poste de juge dans les tribunaux de moindre importance, Clinton se révéla aussi peu désireux de nommer des libéraux qu'aurait pu l'être le républicain Gerald Ford dans les années 1970. Selon une étude portant sur 3 années d'exercice publiée dans le Fordan Law Review au début 1996, les juges que Clinton avait nommés rendirent des verdicts d'inspiration libérale dans moins de la moitié des cas qu'ils eurent à juger. Le New York Times remarquait que, si Reagan et Bush s'étaient battus pour imposer des juges reflétant leur philosophie politique, le président Clinton, en revanche, avait rapidement abandonné toutes les nominations qui prêtaient le flanc à la moindre controverse. Clinton était soucieux de démontrer qu'il ne ferait aucune concession dans les domaines de la loi et de l'ordre. Pendant sa campagne présidentielle de 1992, alors qu'il n'était encore que gouverneur de l'Arkansas, il retourna brièvement dans cet État pour assister à l'exécution d'un malade mental qui attendait dans le couloir de la mort. Au début de son mandat, en avril 1993, lui et son ministre de la Justice, Janet Reno, donnèrent le feu vert à l'attaque menée par le FBI contre un groupe de fanatiques religieux qui s'étaient retranchés, armés jusqu'aux dents, dans des bâtiments à Waco, au Texas. Cette attaque se conclut par l'incendie du bâtiment dont il ne resta bientôt plus que des ruines et fit 86 morts, parmi lesquels des femmes et des enfants. David Thibodeau, l'un des rares survivants de la tragédie de Waco, donne dans son livre « A Place Called Waco » une précieuse description des conséquences humaines de l'assaut donné par les forces gouvernementales. Bien que plus de 30 femmes et enfants se soient entassés dans une petite pièce bétonnée au sous-sol de la tour résidentielle, le char a fait irruption dans la pièce du dessus, provoquant la chute de lourds blocs de béton sur les réfugiés. 6 femmes et enfants furent immédiatement écrasés par ces blocs de béton. Les autres périrent étouffés par la poussière et les vapeurs du gaz CS que le char propageait massivement dans cet abri dénué de fenêtres et sans aucune ventilation. Le corps carbonisé de la petite Star, 6 ans, la plus âgée des filles de David Koresh, le chef de la secte, fut retrouvé la colonne vertébrale brisée et présentant un angle incroyable, sa tête touchant presque ses talons.
Ses muscles étaient contractés par les effets combinés de la chaleur des flammes et du cyanure retrouvé dans son corps et dû au gaz suffocant CS. Clinton et Reno firent de minables excuses pour cette agression militaire décidée bien légèrement contre un groupe composé d'hommes, de femmes et d'enfants. Reno se justifia en parlant des mauvais traitements subis par les enfants de la secte, ce qui n'était absolument pas prouvé. Mais s'ils avaient été avérés, les mauvais traitements pouvaient-ils justifier ce massacre ? Comme cela se passe bien souvent lorsque le gouvernement se conduit en assassin, les survivants de la secte furent traînés en justice et le juge refusa de prendre en compte la demande de clémence émise par le jury. Certaines des peines infligées allaient jusqu'à 40 ans d'emprisonnement. À cette occasion, le professeur de droit pénal, James Fife, de l'université de Temple, regretta qu'il n'y ait pas de FBI pour enquêter sur les FBI et pas de département à la justice pour enquêter sur le département à la justice. L'un des survivants condamnés s'appelait Renos Avraham. Il fit ce commentaire. « Ce pays est censé respecter la loi et non réagir instinctivement. Lorsqu'on ignore la loi, on sème les graines du terrorisme. » Cela allait s'avérer prophétique. Quelques années après la tragédie de Waco, Timothy McVeigh fut condamné pour l'attentat contre le bâtiment fédéral d'Oklahoma City qui fit 168 morts. McVeigh avait visité 2 fois le site de Waco. Selon le témoignage d'un agent du FBI, il s'était montré ensuite extrêmement agité à propos de l'assaut gouvernemental à Waco. L'approche de type « la loi et l'ordre » assumée par Clinton l'entraîna à ratifier une loi qui réduisait le budget consacré au centre de secours des États qui offrait une assistance juridique aux détenus les plus pauvres. Entre autres résultats, comme le notait Bob Herbert, journaliste au New York Times, on put bientôt voir en Géorgie un accusé risquant la peine de mort se présentant seul devant ses juges. En 1996, Clinton ratifia également une loi qui compliquait la tâche des juges souhaitant placer certaines prisons sous l'autorité d'administrateurs spécialement chargés de s'assurer de l'amélioration des conditions effroyables d'incarcération. Il approuva également un nouveau règlement qui tendait à supprimer l'aide financière fédérale pour le conseil juridique lorsque les avocats défendaient des cas relevant des conflits sociaux. De tels procès étaient pourtant essentiels pour répondre aux attaques contre les libertés civiles. Le décret sur le crime de 1996, que les républicains et les démocrates du Congrès votèrent à une écrasante majorité et que Clinton endossa avec enthousiasme, abordait la question du crime en insistant sur son châtiment plutôt que sur sa prévention. Il étendait la peine de mort à toute une série de crimes et affectait 8 milliards de dollars à la construction de nouvelles prisons. Tout cela fut réalisé dans le seul objectif de convaincre les électeurs que les politiciens étaient impitoyables envers le crime. Pourtant, comme l'expliquait le criminologue Todd Clear au New York Times dans un article intitulé « Toujours plus dur, toujours plus bête », le durcissement des sentences avait envoyé depuis 1973 1 million de personnes supplémentaires dans les prisons. C'est ainsi que les États-Unis peuvent se vanter d'avoir le plus fort taux d'incarcération au monde sans réussir pour autant à empêcher l'augmentation de la criminalité. Todd Clear s'interrogeait. Pourquoi l'application de peines plus sévères a-t-elle si peu d'influence sur le taux de criminalité ? Sans doute parce que la police et les prisons n'ont aucun effet concret sur les conditions qui sont à l'origine du comportement criminel. Clear rappelait que 70% des personnes emprisonnées dans les prisons de l'État de New York étaient originaires de 8 quartiers de New York seulement. Ces quartiers souffrent de l'extrême pauvreté, de l'exclusion, de la marginalisation et du désespoir. Et c'est cela qui engendre le crime. Ceux qui détiennent le pouvoir, qu'il s'agisse de Clinton ou de ses prédécesseurs, possèdent tous quelque chose en commun. Ils tentent de se maintenir au pouvoir en dirigeant la colère des citoyens sur des groupes sans défense. Selon H. L. Mencken, observateur caustique de la société américaine des années 1920, le principal objectif de la politique est d'effrayer la populace en la menaçant d'une batterie infinie de monstres, tous plus imaginaires les uns que les autres. Parmi ces monstres figurent les criminels, mais aussi les immigrés, les gens qui vivent de l'aide sociale et certains régimes, comme ceux de l'Irak, de la Corée du Nord ou de Cuba. En focalisant sur eux l'attention de la population, en inventant ou en exagérant les dangers encourus,
on pouvait dissimuler les faillites du système américain. Les immigrés étaient, en effet, une cible d'autant plus pratique que, ne votant pas, leurs intérêts pouvaient sans danger être parfaitement ignorés. Il fut toujours facile pour les politiciens de jouer de cette xénophobie qui éclata à plusieurs reprises au cours de l'histoire américaine. Les préjugés anti-irlandais du milieu du XIXe siècle, les perpétuelles violences contre les Chinois importés pour travailler sur les chemins de fer, l'hostilité marquée à l'égard des émigrés d'Europe du Sud et de l'Est qui entraîna la mise en place des lois plus restrictives sur l'immigration dans les années 1920. Si l'esprit de réforme des années 1960 avait entraîné des changements vers plus d'ouverture dans ces lois sur l'immigration, démocrates et républicains jouèrent à nouveau de l'insécurité économique que connaissaient les travailleurs américains dans les années 1990. On sait que la disparition des emplois était la conséquence des dégraissages pratiqués par les entreprises pour faire des économies ou qui délocalisaient leurs usines dans les pays pratiquant des salaires beaucoup moins élevés. Ce furent cependant les immigrés, et en particulier ceux qui arrivaient massivement du Sud, à travers la frontière mexicaine, qui furent accusés d'augmenter les impôts de l'Américain moyen en prenant le travail des citoyens américains et en recevant des aides gouvernementales. Les deux principaux partis s'accordèrent pour voter des lois, approuvées ensuite par Clinton, visant à supprimer les avantages sociaux, bons d'alimentation, allocations pour les personnes âgées et pour les handicapés, non seulement aux immigrés clandestins, mais également à ceux dont la situation était régulière. Au début de 1997, des courriers furent adressés à près d'1 million d'immigrés officiels, pauvres, âgés ou handicapés, pour leur annoncer que, à moins qu'ils ne deviennent citoyens américains, les bons d'alimentation et les allocations leur seraient supprimés. Toutefois, pour près de 500 000 immigrés réguliers, passer les tests requis pour obtenir la citoyenneté était pratiquement impossible. Dans leur grande majorité, ils ne savaient pas lire l'anglais, étaient malades, handicapés ou simplement trop vieux pour apprendre. Un immigré portugais vivant au Massachusetts déclara à un journaliste par l'intermédiaire d'un interprète : « Chaque jour, nous avons peur de recevoir cette lettre. Qu'est-ce qu'on va faire si on perd nos allocations ? On va mourir de faim. Ça ne vaudra plus la peine de vivre. » Les immigrés clandestins fuyant le Mexique et la pauvreté se virent traités plus brutalement encore au début des années 1990. On augmenta le nombre des gardes-frontières. Une dépêche Reuters en provenance de Mexico affirmait, le 3 avril 1997, « Toute mesure contre l'immigration clandestine fait enrager des millions de Mexicains qui, à la recherche d'un travail, essaient de passer chaque année légalement ou clandestinement, au travers des 3400 km de frontières qui les séparent des États-Unis. » Des centaines de milliers de personnes originaires d'Amérique centrale, qui avaient fui les escadrons de la mort du Guatemala et du Salvador quand les gouvernements américains apportaient leur soutien à ces régimes, se voyaient à présent menacés d'expulsion parce qu'ils n'avaient jamais reçu le statut de réfugiés politiques. En effet, admettre que ces cas relevés du politique aurait été incompatible avec les affirmations du gouvernement américain, selon lesquelles ces régimes faisaient des efforts certains dans le domaine des droits de l'homme et méritaient donc que l'on continue de leur apporter une aide militaire. Au début de 1996, le Congrès et le président s'entendirent pour voter un Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act qui autorisait l'expulsion de tout immigré ayant été condamné au moins une fois pour crime, quelle que soit la date de la condamnation et la nature du crime. Les résidents permanents en situation régulière qui avaient épousé des citoyennes américaines et avaient eu des enfants n'en étaient pas exemptés. Le New York Times révélait au mois de juillet de la même année que des centaines de résidents étrangers avaient déjà été arrêtés depuis que la loi avait été votée. Cette loi était parfaitement incohérente puisqu'elle répondait à l'attentat à la bombe contre le bâtiment fédéral d'Oklahoma City perpétré par Timothy McVeigh, un Américain de pure souche. La nouvelle politique d'immigration du gouvernement, loin de remplir la promesse de Clinton d'instituer une nouvelle gouvernance pour un nouveau siècle, était en fait un retour aux fameuses Alien and Seditious Law du XVIIIe siècle et au McCarran Act de la période McCarthy. Bien entendu, elle était loin de répondre à la grande proclamation inscrite sur la statue de la liberté « Donne-moi tes pauvres, tes exténués », qui en rang pressé aspire à vivre libre, le rebut de tes rivages surpeuplés,
Envoie-les-moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte, de ma lumière j'éclaire la porte d'or. À l'été 1996, cherchant à l'évidence le soutien de l'électorat centriste pour la prochaine élection, Clinton approuva une loi qui mettait fin à la garantie fédérale accordée à l'époque du New Deal d'apporter une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants à charge. On prétendit qu'il s'agissait d'une réforme du système social, et la loi elle-même portait l'intitulé trompeur de Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Par cette décision, Clinton s'aliénait nombre de ses anciens partisans libéraux. Peter Edelman démissionna de son poste au département de la santé, de l'enseignement et des services sociaux en critiquant amèrement ce qu'il considérait comme la reddition de Clinton à la droite et aux républicains. Plus tard, Edelman écrivit « Son objectif était d'être réélu à tout prix. Sa politique n'était pas d'estimer les risques, mais plutôt de ne pas en prendre. Sa tendance à abandonner la proie pour l'ombre a nui aux enfants des milieux défavorisés. Son but était de contraindre les familles pauvres bénéficiant des allocations fédérales, le plus souvent des parents isolés, à trouver du travail en leur supprimant les allocations au bout de 2 ans, en réduisant les allocations à vie à 5 ans et en interdisant aux personnes n'ayant pas charge d'enfants de bénéficier de bons d'alimentation plus de 3 mois sur une période de 3 ans. Le Los Angeles Times annonçait que, dans la mesure où les immigrés en situation régulière perdaient l'accès à Medicaid et où les familles se voyaient confrontées à une limitation à 5 ans de leurs allocations, les experts en santé publique prévoyaient une recrudescence de la tuberculose et des maladies sexuellement transmissibles. Ces coupes dans le budget social visaient à économiser 50 milliards de dollars sur une période de 5 ans, c'est-à-dire moins que le coût de la fabrication envisagée d'une nouvelle génération d'avions de combat. Même le New York Times, qui avait apporté son soutien à Clinton pendant les élections, affirmait que le contenu de la nouvelle loi n'avait rien à voir avec la création d'emplois, mais bien plutôt avec l'équilibre du budget au détriment des programmes sociaux destinés aux pauvres. Cependant, l'idée de supprimer les allocations pour renvoyer des gens au travail était confrontée à un problème simple mais incontournable, le manque d'emplois pour accueillir la population visée. À New York, en 1990, lorsque 2000 emplois furent créés par le département à l'hygiène publique de la ville pour un salaire de 23 000 $ par an, quelques 100 000 personnes y postulèrent. 2 années plus tard, à Chicago, 7 000 personnes se présentèrent pour les 550 emplois proposés par la chaîne de restauration Stouffer's. À Joliet, Illinois, 2000 personnes se présentèrent à la Commonwealth Edison à 4 heures du matin pour postuler à des emplois qui en fait n'existaient pas encore. Au début de 1997, 4000 personnes faisaient la queue pour 700 emplois au Roosevelt Hotel de Manhattan. On estimait qu'au regard du taux de création d'emplois de l'époque, il faudrait 24 ans pour absorber tout ce qui avait été expulsé du système d'aide sociale. L'administration Clinton s'obstina dans son refus de mettre en place des programmes fédéraux de création d'emplois du type de ceux qui, pendant le New Deal, avaient engagé des milliards de dollars pour donner du travail à plusieurs millions de personnes. L'ère du Big Government est passée, proclamait Clinton pendant sa seconde campagne électorale. Il pensait ainsi récupérer les votes des Américains prétendument séduits par ce discours républicain selon lequel le gouvernement affectait trop d'argent aux programmes sociaux. En l'occurrence, les deux partis se trompaient lourdement sur la position de l'opinion publique. La presse se rendait d'ailleurs souvent complice de cette erreur. En 1994, lorsqu'à l'occasion des élections intermédiaires, 37% seulement des électeurs se rendirent aux urnes et à peine plus de la moitié d'entre eux votèrent pour les républicains, les médias annoncèrent une révolution. Un gros titre du New York Times affirmait que l'opinion publique faisait confiance à un congrès républicain, laissant entendre que les électeurs soutenaient les propositions républicaines en faveur d'une réduction du rôle du gouvernement. Pourtant, dans le corps de ce même article, un sondage New York Times-CBS News révélait que 65% des sondés estimaient qu'il était de la responsabilité du gouvernement de s'occuper des gens les plus démunis. Quand Clinton et les républicains s'en prenaient au Big Government, ils ne visaient bien entendu que le système social.
D'autres manifestations du Big Government, comme les formidables contrats passés avec les industries de l'armement et les généreuses subventions accordées aux entreprises, se poursuivaient sur une grande échelle. Le Big Government avait en fait pris forme dès l'époque des pères fondateurs qui avaient délibérément mis en place un fort gouvernement centralisé pour protéger les intérêts des détenteurs de bons du trésor, des esclavagistes, des spéculateurs fonciers et des manufacturiers. Au cours des 2 siècles suivants, le gouvernement américain continua de servir les intérêts des riches et des puissants, offrant des centaines de milliers d'hectares de terres aux compagnies ferroviaires, élevant des barrières douanières destinées à protéger les intérêts des producteurs américains et accordant des réductions fiscales aux compagnies pétrolières, tout en utilisant l'armée pour briser les grèves et réprimer les révoltes. Ce ne fut qu'au XXe siècle, en particulier quand, dans les années 1930 et 1960, le gouvernement, menacé de tous côtés par les contestations et craignant une déstabilisation du système en place, vota des lois sociales en faveur des pauvres, que les dirigeants politiques et économiques commencèrent à se plaindre du Big Government. Le président Clinton rétablit Alan Greenspan à la tête de la Réserve fédérale, chargé de réguler les taux d'intérêt. Le principal souci de Greenspan était d'éviter l'inflation, qui déplaisait fort aux détenteurs de bons du trésor parce qu'elle aurait réduit leurs profits. La philosophie financière de Greenspan le conduisait à penser que l'augmentation des salaires était inflationniste et à redouter qu'un chômage trop peu élevé ne produise justement cette augmentation des salaires. La réduction du déficit annuel pour arriver à l'équilibre budgétaire devint une obsession de l'administration Clinton. Et comme Clinton ne voulait pas augmenter les impôts des plus riches ni tailler dans le budget militaire, il lui fallut sacrifier les pauvres, les enfants, les personnes âgées et dépenser moins pour la santé, pour les bons d'alimentation, pour l'enseignement et pour les parents isolés. Il existe au moins 2 illustrations de cette politique dans la seconde administration Clinton au printemps 1997. Comme l'indique le New York Times du 8 mai 1997, l'un des éléments essentiels du programme de Clinton pour l'éducation, 5 milliards de dollars destinés à rénover un parc scolaire en piteux état, est vite passé à la trappe lors de l'accord de la semaine dernière sur l'équilibre budgétaire. Le Boston Globe du 22 mai 1997 remarque « Suite à l'intervention de la Maison-Blanche, le Sénat a rejeté hier la proposition d'étendre la couverture médicale aux 10,5 millions d'enfants qui n'en bénéficient pas encore. Plusieurs députés ont décidé de changer d'avis après avoir été appelés par de hauts responsables de la Maison-Blanche qui leur ont affirmé que l'amendement en question mettrait en péril le difficile compromis sur le budget. Cette obsession autour de l'équilibre du budget ne concernait pourtant jamais le budget militaire. Juste après sa première élection à la présidence, Clinton n'avait-il pas déclaré « Je tiens à réaffirmer la nécessaire continuité de la politique étrangère américaine ». Sous la présidence de Clinton, le gouvernement continua de dépenser au moins 250 milliards de dollars par an pour maintenir l'appareil militaire. Clinton pensait, comme les républicains, que la nation devait être prête à faire face à 2 conflits régionaux simultanés, et cela malgré l'effondrement de l'Union soviétique en 1989. Cette année-là, le secrétaire à la défense de Bush, Dick Cheney, qu'on peut difficilement ranger dans le camp des colombes, reconnaissait que les menaces se faisaient moins pressantes. Tellement moins pressantes qu'il était difficile de les identifier clairement. Le général Colin Powell ajoutait dans Defense News le 8 avril 1991 « Je suis à court de démons et à court de traîtres. Je dois me contenter de Castro et de Kim Il-sung. » Clinton avait été accusé durant la campagne électorale d'avoir échappé au service pendant la guerre du Vietnam parce qu'il y était apparemment opposé, comme bien d'autres jeunes Américains. Une fois installé à la Maison-Blanche, il sembla déterminé à effacer cette image d'insoumis et profita de toutes les occasions pour se présenter comme un farouche partisan de l'appareil militaire. À l'automne 1993, le secrétaire à la défense de Clinton, Les Aspin, rendit public le résultat de la révision générale du budget militaire qui envisageait d'affecter plus de 1000 milliards de dollars pour les 5 années suivantes. Il ne proposait pratiquement aucune réduction majeure des principaux systèmes d'armement.
Anthony Kordsman, un expert conservateur du Woodrow Wilson International Center, en conclut qu'il n'y avait pas de différence radicale avec les programmes militaires de Bush, ni d'ailleurs avec la stratégie américaine antérieure. Après 2 ans de présidence, confronté à une poussée des républicains lors des élections au Congrès en 1994, Clinton affecta encore plus de moyens financiers au budget militaire qu'on ne l'avait envisagé lors de la fameuse révision générale. Le 1er décembre 1994, une dépêche du New York Times en provenance de Washington affirmait que, pour essayer de contrer la critique républicaine selon laquelle l'appareil militaire serait insuffisamment financé, le président Clinton a tenu une conférence de presse pour annoncer qu'il souhaitait trouver 25 milliards de dollars pour les dépenses militaires sur les 6 années à venir. Les exemples les plus souvent cités par le Pentagone pour illustrer les 2 fameux conflits régionaux simultanés étaient l'Irak et la Corée du Nord. La guerre du Golfe éclata en 1991, alors que les Américains avaient pourtant armé l'Irak tout au long des années 1980. On pouvait aussi penser raisonnablement que l'importante aide militaire américaine apportée à la Corée du Sud et la présence permanente de troupes américaines sur le territoire de ce pays avaient entraîné l'augmentation du budget militaire nord-coréen, qui restait malgré tout bien inférieur à celui de la Corée du Sud. L'Amérique de Clinton poursuivit ses livraisons d'armes à de nombreux pays à travers le monde. En arrivant aux affaires, il approuva la vente d'avions de combat F-15 à l'Arabie Saoudite et de F-16 à Taïwan. Le Baltimore Sun du 30 mai 1994 annonçait: l'année prochaine, les États-Unis produiront pour la première fois plus d'avions de combat pour les marchés extérieurs que pour le Pentagone lui-même. À l'évidence, les États-Unis ont définitivement ravi à l'Union soviétique le titre de champion du monde des ventes d'armes. Soutenue par l'administration Clinton, l'industrie américaine de l'armement a connu l'an dernier la meilleure année de toute son histoire en termes d'exportation. Elle a en effet vendu pour 32 milliards de dollars d'armes à l'étranger, plus de 2 fois son résultat de 1993. Cette tendance se poursuivit pendant toute la durée de la présidence Clinton. À l'été 2000, le New York Times révélait que les États-Unis avaient vendu en 1999 plus de 11 milliards de dollars d'armes, un tiers de toutes les armes vendues à travers le monde. 2 tiers de ces armes étaient destinées aux pays pauvres. En 1999, l'administration Clinton leva l'interdiction sur les armes de haute technologie qui pesaient sur l'Amérique latine. Le Times parla à l'époque de « victoire pour les plus gros fabricants d'armes » tels que la Lockheed Martin Corporation et la McDonnell Douglas Corporation. Clinton semblait soucieux de faire la démonstration de sa force. Il n'était en poste que depuis 8 mois lorsqu'il donna l'ordre à l'aviation américaine de bombarder Bagdad en représailles d'une prétendue tentative d'assassinat sur la personne de l'ancien président Bush à l'occasion de son passage au Koweït. Les preuves d'un tel complot étaient particulièrement douteuses puisqu'elles provenaient de la police koweïtienne, notoirement corrompue. L'aviation américaine n'attendit pas les conclusions du procès qui devait avoir lieu au Koweït pour bombarder ce que les États-Unis affirmaient être le quartier général des services de renseignement irakiens situé dans la banlieue de Bagdad. L'opération fit au moins 6 morts, dont une artiste célèbre et son mari. Le Boston Globe déclara ultérieurement que, depuis le raid aérien, le président Clinton et d'autres responsables se vantaient d'avoir anéanti les renseignements irakiens et d'avoir adressé un message fort à Saddam Hussein afin qu'il change de comportement. Il s'avéra par la suite que cette opération aérienne n'avait pas causé de dommages importants, voire pas de dommages du tout, aux services de renseignement irakiens, et le New York Times jugea quelque temps plus tard que les propos un peu hâtifs du président Clinton n'étaient pas sans rappeler les affirmations du président Bush et du général Schwarzkopf pendant la guerre du Golfe qui s'étaient elles aussi révélées totalement fausses. Les démocrates soutinrent ces bombardements et le Boston Globe, se référant à l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour les justifier légalement, affirma qu'il s'agissait là de la réponse la mieux adaptée d'un point de vue diplomatique. L'allusion faite par Clinton à la Charte des Nations Unies
prouvant la volonté américaine de respecter le droit international. En fait, cet article 51 de la Charte des Nations Unies n'autorise de réplique militaire unilatérale qu'en réponse à une attaque armée et seulement quand il s'avère impossible de réunir le Conseil de sécurité. Aucun de ces deux critères n'était rempli à l'occasion des bombardements sur Bagdad. L'éditorialiste Molly Ivins estima que ces bombardements, destinés à adresser un message fort, collaient à la définition même du terrorisme. Le plus effrayant chez les terroristes, c'est qu'ils ne font aucune distinction dans leurs actes entre les représailles et le désir d'attirer l'attention sur eux. Ce qui est vrai pour les individus doit l'être également pour les États. Ces bombardements constituaient le signe que Clinton, qui fut confronté à plusieurs crises internationales au cours de ses 2 mandats, réagirait de la façon la plus classique, c'est-à-dire en usant de la force armée tout en prétextant des objectifs humanitaires. Une démarche habituellement aussi désastreuse pour les peuples concernés que pour les États-Unis eux-mêmes. En juin 1993, en Somalie, pays plongé dans une terrible guerre civile et où la population souffrait de la famine, les États-Unis intervinrent mal à propos et trop tard. Selon le journaliste Scott Peterson dans son article « Moi contre mon frère ». En guerre en Somalie, au Soudan et au Rwanda, les forces américaines et d'autres forces internationales, abritées derrière la bannière des Nations Unies, ont commis en Somalie des actes d'une étonnante barbarie. L'administration Clinton commit l'erreur d'intervenir dans un conflit interne opposant différents chefs de guerre. Elle décida de pourchasser le plus important d'entre eux, le général Mohammed Aidid, au cours d'une opération militaire qui s'acheva, en octobre 1993, par la mort de 19 soldats américains et d'environ 1000 Somaliens. L'intérêt de l'opinion américaine se focalisa comme d'habitude sur les seuls morts américains. La vie des Somaliens semblait avoir moins de prix. Toujours selon Peterson, les officiers américains et ceux des troupes onusiennes indiquèrent clairement que les morts somaliens ne les intéressaient pas et ils n'en firent pas le compte. En fait, le meurtre de soldats américains par une foule de Somaliens en colère avait été précédé par la décision fort contestable, prise par les États-Unis quelques mois auparavant, de lancer une opération militaire contre un édifice dans lequel s'étaient réunis des anciens de différentes communautés. Ce fut une opération d'une rare violence. Des hélicoptères First Cobra envoyèrent des missiles anti-chars. Peterson relate que, quelques minutes plus tard, des troupes au sol américaines débarquaient et achevaient les survivants, une accusation rejetée par le commandement américain. Un témoin affirma « Quand il voyait quelqu'un crier, il le tuait ». Le général américain Thomas Montgomery affirma de son côté que l'opération était légitime parce que les victimes étaient tous des sales types. Finalement, l'amiral Jonathan Howe, qui rendit compte de cette opération aux Nations Unies, les Américains ayant insisté pour que ce soit l'un des leurs qui s'en charge, la justifia en affirmant que le bâtiment était un poste clé pour la planification d'actes terroristes et nia qu'il y ait eu des morts civiles, bien que les victimes fussent essentiellement les anciens de la communauté. On prétendit également qu'on avait trouvé ensuite des postes émetteurs dans le bâtiment. Mais Peterson affirmait pour sa part qu'il n'avait jamais entendu dire ni observé la moindre preuve que cette attaque eût fourni un quelconque avantage militaire direct. Peterson poursuivait. Bien que nous ayons tous des yeux et que nous ayons été témoins de ce crime, les responsables de cette opération se sont obstinés à défendre l'indéfendable et à s'en tenir à l'illusion selon laquelle une intensification de la guerre pouvait, d'une manière ou d'une autre, ramener la paix. Ils pensaient, en outre, que les Somaliens pourraient oublier ce carnage et le sang versé par leurs pères et par leurs frères. Mais les Somaliens n'oublièrent pas. L'assassinat de soldats américains en octobre 1993 en apporta la preuve. Cette politique désastreuse en Somalie fut suivie l'année suivante par une expérience identique au Rwanda, où la famine et l'état de guerre permanent n'éveillaient aucun intérêt. Des casques bleus de l'ONU, qui auraient pu sauver des dizaines de milliers de vies, étaient en poste au Rwanda, mais les États-Unis insistèrent pour que ces troupes soient réduites au strict minimum. Il y eut finalement un génocide et au moins 1 million de Rwandais moururent.
Comme Richard Hibbs, consultant de la Foundation Ford en Afrique, l'écrivit dans le New York Times, l'administration Clinton s'opposa fermement à une intervention internationale. Quand quelque temps plus tard, cette même administration intervint militairement en Bosnie, Scott Peterson, qui se trouvait à présent dans les Balkans, s'interrogea sur la différence de réaction selon que le génocide ait lieu en Europe ou en Afrique. C'est comme si on avait décidé quelque part que l'Afrique et les Africains ne méritaient pas la justice, expliquait-il. La politique étrangère de Clinton obéissait globalement au consensus bipartisan classique qui consiste à maintenir les relations amicales et des liens commerciaux rentables avec les gouvernements au pouvoir, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur attitude à l'égard des droits de l'homme. Ainsi, l'aide à l'Indonésie se poursuivit malgré le terrible palmarès de ce pays en ce domaine, en particulier le massacre qui eut lieu au cours de l'invasion et de l'occupation du Timor oriental, peut-être 200 000 morts sur une population totale estimée à 700 000 habitants. Démocrates et républicains s'allièrent au Sénat pour empêcher le vote d'une résolution proposant d'interdire la vente d'armes au régime indonésien de Suharto. Le Boston Globe écrivit à cette occasion, dans son édition du 11 juillet 1994. Les arguments dont se sont servis les sénateurs pour soutenir le régime de Suharto et par là même des industries de l'armement, des compagnies pétrolières et des intérêts miniers en relation avec Jakarta vont faire passer les Américains pour un peuple désireux de nier le génocide dans l'intérêt bien compris de leurs échanges commerciaux. Le secrétaire d'État Warren Christopher s'est fendu de la trop classique déclaration selon laquelle le comportement de l'Indonésie en matière de droits de l'homme évoluait dans le bon sens, justification de l'administration Clinton pour poursuivre les échanges avec Suharto et ses généraux. En 1996, le prix Nobel de la paix fut accordé au Timoré José Ramos Horta. Lors d'un discours dans une église de Brooklyn, quelques jours avant de se voir accorder ce prix, Ramos Horta racontait « À l'été 1977, j'étais ici à New York lorsque j'ai reçu un message m'apprenant que l'une de mes sœurs, Maria, âgée de 21 ans, avait été victime d'un bombardement. L'avion, de type Bronco, avait été fourni aux Indonésiens par les États-Unis. Quelques mois plus tard, une autre dépêche m'apprenait que mon frère, Guy, 17 ans, avait été assassiné en même temps que d'autres personnes de son village au cours d'une attaque d'hélicoptère de type Bell fournie par les États-Unis. La même année, un autre de mes frères, Nunu, fut capturé et exécuté avec un M16 de fabrication américaine. À l'autre bout du monde, des hélicoptères Sikorsky, fabriqués en Amérique, étaient utilisés par la Turquie pour mater les rebelles kurdes dans ce que John Tierman, Spoil of War, The Human Cost of the Arms Trade, qualifie de campagne terroriste contre le peuple kurde. Au début de 1997, les États-Unis vendaient plus d'armes à travers le monde que toutes les autres nations réunies. Lawrence Korb, un responsable du département de la défense sous Reagan, qui critiqua plus tard ces ventes d'armes, écrivait que tout cela n'était plus qu'un simple jeu d'argent. Une spirale absurde dans laquelle nous exportons des armes dans le seul but de pouvoir en produire de plus sophistiquées encore afin de l'emporter sur toutes celles que nous avons distribuées à travers le monde. Finalement, lors de la dernière année de l'administration Clinton, après qu'un soulèvement de la population timoraise eut provoqué la tenue d'un référendum en faveur de l'indépendance, l'aide militaire américaine à l'Indonésie cessa et le régime de Suharto s'effondra. Le Timor oriental semblait pouvoir enfin jouir de l'autonomie. Mais l'appareil militaire continua de dominer la politique américaine et les États-Unis restèrent le plus souvent isolés dans leur refus de réduire leur armement. Bien qu'une centaine de pays aient signé un accord visant à interdire les mines antipersonnelles qui tuent des dizaines de milliers de gens chaque année, les États-Unis refusèrent de se joindre à eux. Lorsque la Croix-Rouge insista pour que les gouvernements mettent fin à la production de bombes à fragmentation, les Américains, qui s'en étaient servis au Vietnam et pendant la guerre du Golfe, refusèrent d'obtempérer. À la conférence des Nations Unies qui se tint à Rome en 1999, les États-Unis s'opposèrent à la création d'une Cour pénale internationale contre les crimes de guerre. Ils craignaient sans doute que des politiciens et militaires américains responsables
à l'instar de Henry Kissinger, de politiques qui avaient entraîné la mort d'un très grand nombre de gens puissent être appelés à comparaître devant cette cour. Les droits de l'homme venaient manifestement après les affaires dans le domaine de la politique étrangère américaine. Lorsque le mouvement international Human Rights Watch publia son rapport annuel en 1996, le New York Times du 5 décembre en résumait ainsi les conclusions. Cet organisme a vertement critiqué de nombreuses nations de premier plan et en particulier les États-Unis, qu'il accuse de ne pas vouloir faire pression sur les gouvernements chinois, indonésiens, mexicains, nigériens et saoudiens afin de ne pas se fermer l'accès à leurs marchés lucratifs. Critique justifiée si l'on en juge par les divergences d'approche de l'administration Clinton vis-à-vis de deux pays, la Chine et Cuba, qui se revendiquent tous deux du communisme. Les autorités chinoises avaient massacré des étudiants à Pékin en 1989 et emprisonné leurs opposants. Pourtant, les États-Unis continuaient à apporter leur aide économique à la Chine et à lui accorder certains avantages commerciaux, suivant le principe de la nation la plus favorisée dans l'intérêt du commerce national. De son côté, si Cuba emprisonnait également certains dissidents, le régime cubain ne se livrait pas à de sanglants massacres comparables à ceux de la Chine communiste ou d'autres gouvernements dans le reste du monde qui bénéficiaient de l'aide économique américaine. Pourtant, l'administration Clinton poursuivit et même renforça son blocus à l'encontre de Cuba, privant ainsi la population cubaine de nourriture et même de médicaments. Dans ses relations avec la Russie, c'est le principe de stabilité au détriment de la moralité qui semble avoir guidé la politique de Clinton. Il réitéra son ferme soutien à Boris Eltsine, même après que la Russie se fut lancée dans l'invasion et le bombardement intensif d'une Tchétchénie à la recherche de son indépendance. À l'occasion de la mort de Richard Nixon, Clinton et Eltsine ne cachèrent pas leur admiration pour celui qui avait poursuivi la guerre du Vietnam, violé le serment présidentiel et échappé à la justice après avoir été gracié par son propre vice-président. Eltsine voyait en Nixon l'un des plus grands hommes politiques de l'histoire du monde, et Clinton prétendit que Nixon était resté durant toute sa carrière l'un des plus farouches défenseurs de la liberté et de la démocratie dans le monde. La politique étrangère de Clinton dans le domaine économique ne se distinguait pas de l'attitude traditionnelle américaine en la matière, qui voulait que les deux principaux partis se préoccupent plus des intérêts des entreprises américaines que des droits des travailleurs en Amérique comme à l'étranger, et considèrent l'aide économique plus comme un outil politico-économique que comme un principe humanitaire. En novembre 1993, une dépêche de l'Associated Press annonça l'exclusion des programmes d'aide économique de 35 pays. L'administrateur de l'Agence pour le développement international, J. Brian Atwood, expliqua que nous n'avions plus besoin de ces programmes d'aide pour confirmer notre influence. Une organisation humanitaire, Bread for the World, annonça que la plupart de ces coupes frapperaient les pays les plus pauvres et que, manifestement, la faim, la pauvreté et les questions environnementales n'intéressaient pas l'administration Clinton. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI, tous deux contrôlés par les États-Unis, se comportèrent comme de vulgaires banquiers sourcilleux à l'égard des pays endettés du tiers-monde. Ces deux organismes insistèrent pour que les nations les plus pauvres consacrent une bonne part de leurs maigres ressources à rembourser les prêts concédés par les pays riches, remboursement impliquant des coupes radicales dans les budgets sociaux destinés aux populations déjà misérables de ces pays. Les priorités de la politique économique extérieure étaient l'économie de marché et la privatisation. Ainsi, les populations des pays de l'ancien bloc soviétique durent-elles se débrouiller seules au sein d'une économie prétendument libre, sans toutefois bénéficier des avantages sociaux que leur avaient jusque-là garantis les défunts régimes réputés inefficaces et répressifs. Le capitalisme des marchés non régulés frappa durement la population de l'ex-Union soviétique, où se bâtirent des fortunes individuelles colossales. Le leitmotiv du libre-échange était au cœur même de la politique de l'administration Clinton. Avec le concours des démocrates et des républicains au Congrès, on mit sur pied l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, qui permit de lever les obstacles régulant la circulation des biens et des capitaux entre le Mexique, le Canada et les États-Unis.
Il y eut aux États-Unis de graves désaccords sur les conséquences de l'ALENA. Certains économistes affirmaient que cela ne pouvait que bénéficier à l'économie américaine en ouvrant encore plus largement le marché mexicain aux produits américains. Mais les opposants à cet accord, parmi lesquels les principaux syndicats, affirmaient que cela provoquerait une augmentation du chômage pour les travailleurs américains puisque les entreprises seraient libres de délocaliser leur activité au Mexique pour y chercher une main-d'œuvre à moindre coût. Après avoir examiné l'ALENA au début 1995, un an après sa mise en place, deux économistes de l'Institut d'études politiques découvrirent qu'il avait entraîné la disparition de quelques 10 000 emplois aux États-Unis. En outre, un nombre accru de Mexicains travaillaient désormais, avec des salaires très bas, pour des entreprises américaines qui s'étaient installées au Mexique. Ce processus s'accompagna d'un relâchement certain dans l'application du droit du travail et des règles environnementales. Il était cependant bien difficile de croire à cet engouement pour le libre-échange tant les gouvernements américains se permettaient d'intervenir dans les affaires commerciales lorsque cela bénéficiait à la politique ou à l'économie du pays, c'est-à-dire au prétendu intérêt national. Ainsi, par exemple, les États-Unis allèrent-ils jusqu'à interdire aux producteurs mexicains de tomates de pénétrer le marché américain. Exemple encore plus frappant de violation du sacro-saint principe du libre-échange, les États-Unis interdisaient les livraisons de nourriture et de médicaments à l'Irak ou à Cuba, provoquant la mort de dizaines de milliers d'enfants dans ces deux pays. En 1996, au cours de l'émission de télévision 60 minutes, l'ambassadrice auprès des Nations Unies, Madeleine Albright, se vit poser la question suivante. 500 000 enfants sont morts à la suite des sanctions édictées contre l'Irak. C'est plus d'enfants qu'il n'en est mort à Hiroshima. Cela en valait-il la peine ? Albright répondit « Je pense que c'était un choix très difficile, mais oui, nous pensons que c'était le prix à payer. » Le gouvernement américain semble se refuser à envisager que sa politique extérieure de rétorsion vis-à-vis de certains pays ou son implantation militaire dans de nombreux pays du monde puisse provoquer un ressentiment certain à l'étranger et que ce ressentiment pourrait s'exprimer par la violence. Lorsque cela arrivait, la réponse américaine était invariablement de riposter par plus de violence encore. Ainsi, lorsque les ambassades américaines en Tanzanie, au Kenya, furent la cible d'attentats en 1998, l'administration Clinton réagit-elle en bombardant l'Afghanistan et le Soudan. On affirma que l'Afghanistan était la base d'activités terroristes, bien qu'il n'y ait encore eu alors aucune preuve de cela. Quant au Soudan, les Américains déclarèrent avoir bombardé une usine produisant des armes chimiques. On découvrit ultérieurement qu'il s'agissait en réalité d'une usine fabriquant des médicaments pour la moitié de la population soudanaise. Les conséquences humaines de cette destruction sont impossibles à évaluer. La même année, Clinton fut confronté à la plus importante crise de la présidence. Le pays apprit qu'une jeune stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, avait eu une liaison secrète avec le président. Cela provoquait un énorme scandale et les journaux ne parlèrent plus que de cela pendant des mois. Un comité indépendant fut chargé de mener l'enquête et recueillit le témoignage scabreux et détaillé de Monica Lewinsky qui avait été dénoncée par une amie ayant enregistré leur conversation sur ses relations sexuelles avec le président Clinton. Clinton mentit sur ses relations avec Monica Lewinsky et la Chambre des représentants demanda la mise en route d'une procédure d'impeachment contre le président sous prétexte qu'il avait menti en niant avoir eu des relations sexuelles avec la jeune femme et qu'il avait tenté de faire obstacle à la justice en dissimulant des informations sur leur relation. C'était la deuxième fois dans l'histoire des États-Unis que cette procédure d'impeachment était lancée. Mais à nouveau, comme dans le cas d'Andrew Johnson après la guerre de sécession, elle n'alla pas jusqu'à son terme, le Sénat n'ayant pas voté la destitution. L'événement témoignait surtout du fait que des questions de comportement individuel étaient capables de détourner l'attention de l'opinion publique de sujets bien plus sérieux et de questions ayant pour enjeu la vie et la mort d'individus.
la Chambre des représentants, qui aurait souhaité destituer le président pour des questions de comportement sexuel, ne l'aurait certainement pas fait pour avoir mis en danger la vie de milliers d'enfants par ses réformes du système social ou pour avoir violé la loi internationale en bombardant d'autres pays comme l'Irak, l'Afghanistan ou le Soudan, ni pour avoir provoqué la mort de centaines de milliers d'enfants par le biais de sa politique de sanctions économiques à l'encontre de l'Irak. En 1999, pendant la dernière année de la présidence de Clinton, une crise éclata dans les Balkans qui prouva une fois de plus que le gouvernement américain était toujours mieux disposé à user de la force qu'à s'engager dans la voie diplomatique lorsqu'il s'agissait de régler les questions de politiques internationales. Cette crise avait pour origine l'effondrement, quelques 10 ans plus tôt, de la République yougoslave et les conflits qui s'en étaient suivis entre les différents éléments qui la composaient auparavant. En Bosnie-Herzégovine, les Croates massacraient les Serbes et les Serbes massacraient Croates et musulmans. Après une attaque serbe particulièrement violente sur la ville de Srebrenica, les États-Unis bombardèrent les positions serbes. Les accords d'Oslo de 1995 mirent fin au combat et partagèrent la Bosnie-Herzégovine en 2 entités, serbes et croates. Mais les accords d'Oslo avaient négligé le problème que posait une autre région de l'ex-Yougoslavie. Le Kosovo, avec sa population composée d'une majorité d'Albanais et d'une minorité de Serbes, exigeait son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Le président serbe, Milosevic, qui avait déjà montré la violence dont il était capable en Bosnie, s'en prit au Kosovo, faisant peut-être 2000 morts et entraînant le déplacement de plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Une rencontre internationale se tint en France, à Rambouillet, qui était supposée régler diplomatiquement le problème. Mais on y proposa à la Yougoslavie des conditions qui semblent bien avoir été élaborées de façon à ce qu'elles soient rejetées à coup sûr. Le contrôle par les forces de l'OTAN de l'ensemble du territoire kosovar et l'occupation militaire de toute la Yougoslavie. Le 23 mars 1999, l'Assemblée nationale yougoslave répondit en faisant une contre-proposition qui rejetait l'idée d'une occupation par l'OTAN et réclamait que l'on négocie pour parvenir à un accord politique autour d'une large autonomie du Kosovo. La proposition serbe fut parfaitement ignorée des principaux médias américains. Le jour suivant, les forces de l'OTAN, c'est-à-dire essentiellement les forces américaines, commencèrent à bombarder la Yougoslavie. Ces bombardements étaient censés faire cesser le nettoyage ethnique au Kosovo, c'est-à-dire l'expulsion par le meurtre ou l'intimidation de la population albanaise de la province. Mais après 2 semaines de bombardements, le New York Times fit remarquer, le 5 avril 1999, que plus de 350 000 personnes avaient quitté le Kosovo depuis le 24 mars. 2 mois plus tard, les bombardements s'étant poursuivis, ce nombre s'élevait à plus de 800 000. Les bombardements sur la Yougoslavie et sur la capitale, Belgrade, censés mettre Milosevic en difficulté, provoquèrent un grand nombre de morts parmi la population civile. Un email parvint aux États-Unis, envoyé par un professeur de l'université de Nice. La petite ville d'Aleksinac, à 30 km de chez moi, a été durement frappée hier soir. L'hôpital local a été touché et toute une rue a purement et simplement été rayée de la carte. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a eu 6 morts et une 50aine de personnes gravement blessées. Pourtant, il n'y avait aucune cible militaire de quelque nature que ce soit dans les environs. Un journaliste du New York Times, Steven Erlanger, décrivit les ruines qui bordaient la rue Zmaj Jovina, où Aleksandar Milic, 37 ans, avait été tué avec sa femme Vesna, 35 ans. Sa mère et ses 2 enfants de 15 et 11 ans étaient morts quelques jours plus tard, lorsqu'une bombe de l'OTAN était venue raser leur nouvelle maison et la cave dans laquelle ils se protégeaient des bombardements. Lorsqu'un accord de paix fut finalement signé le 3 juin 1999, il s'agissait en réalité d'un compromis entre l'accord de Rambouillet que la Yougoslavie avait rejeté et les propositions faites par l'Assemblée nationale yougoslave qui n'avaient jamais été vraiment prises au sérieux. Dans son livre The New Military Humanism, Noam Chomsky étudie dans le détail les événements du printemps 1999 et conclut. Les résultats du 3 juin laissent penser que des initiatives diplomatiques auraient pu se poursuivre après le 23 mars et éviter cette terrible tragédie humaine.
Mais il semble que l'administration Clinton, comme bien d'autres avant elle, Truman en Corée, Johnson au Vietnam, Bush dans le Golfe, préférait choisir les solutions militaires même lorsque la diplomatie restait possible. La militarisation de la nation, les budgets formidables de la défense, la présence des forces armées américaines partout dans le monde et l'usage répété des armes contre d'autres pays impliquaient inévitablement que les fonds affectés aux problèmes sociaux soient réduits à la portion congrue. Dans l'un de ses bons jours, le président Eisenhower avait déclaré « Chaque fusil fabriqué, chaque bateau de guerre lancé à la mer, chaque missile tiré, et au bout du compte un vol commis à l'encontre de ceux qui ont faim et n'ont rien à manger, de ceux qui ont froid et n'ont rien à se mettre. » Le programme économique de Clinton, présenté au départ comme un programme destiné à favoriser la création d'emplois, changea bientôt d'objectif et se concentra sur la réduction du déficit qui, sous Reagan et Bush, avait augmenté jusqu'à atteindre 4 000 milliards de dollars. Cette priorité empêchait bien sûr tout programme audacieux en faveur de la couverture médicale universelle, de l'enseignement, de l'enfance, des logements, de l'environnement, de la culture ou des emplois. Les petits gestes que Clinton fit dans ce sens n'approchaient même pas du minimum nécessaire dans un pays où le quart des enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté, où l'on trouve, dans toutes les grandes villes, un grand nombre de sans-abri et de femmes qui ne peuvent pas chercher de travail faute de systèmes appropriés pour accueillir leurs enfants, où la qualité de l'air et de l'eau est dangereusement dégradée. Les États-Unis restaient bien sûr le pays le plus riche du monde, avec 5% de la population mondiale consommant 30% de ce qui se produisait à travers le monde. Mais seule une petite partie de la population américaine en bénéficiait. Les 1% les plus riches virent à partir de la fin des années 1970 leur fortune s'accroître de façon phénoménale. À la suite des changements apportés dans le système fiscal américain en 1991, ces 1% les plus riches avaient engrangé plus de 1000 milliards de dollars et possédaient désormais un peu plus de 40% du revenu national. Selon le magazine économique Forbes, les 400 familles les plus riches d'Amérique possédaient 92 milliards en 1982. 13 ans plus tard, la somme atteignait 480 milliards de dollars. Dans les années 1990, les avoirs des 500 entreprises classées dans le Standard & Poor's Index avaient augmenté de 335% et la valeur moyenne du Dow Jones de 400% entre 1980 et 1995, alors que le pouvoir d'achat moyen des travailleurs avait diminué de 15%. En ne considérant que la fraction la plus riche de la population, on pouvait donc prétendre sans mentir que l'économie américaine était saine. Et pourtant, 40 millions de personnes n'avaient pas d'assurance médicale, ce nombre ayant augmenté de 33% dans les années 1990, et des enfants mouraient de malnutrition ou de maladies à un taux plus élevé que dans n'importe quel autre pays industrialisé. Il semble qu'il y ait eu des ressources illimitées pour l'armée, mais que les gens qui travaillaient dans les secteurs de l'éducation dussent se battre pour survivre. Une jeune femme de 27 ans, Kim Lee Jacobson, interviewée par le Boston Globe, résumait parfaitement la situation. Elle avait été nommée meilleure éducatrice pour jeunes enfants de l'année 1999. Mais comme elle le disait elle-même, « Je touche 20 000 $ par an après 5 années passées dans ce travail. Ça marche comme ça. Je n'ai pas fait ça pour faire fortune, alors je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent. » Selon le département des statistiques sociales du Bureau du recensement, un travailleur américain sur 3 touchait en 1998 un salaire inférieur ou égal au seuil officiel de pauvreté. L'écrivain Barbara Ehrenreich passa une année à faire divers métiers, femme de ménage, serveuse, ouvrière. Elle témoigna dans son livre « Nickel and Dimed » que de telles activités ne permettent pas aux travailleurs de se procurer un logement et des soins médicaux décents, ni même de la nourriture. Pour les gens de couleur, les statistiques étaient particulièrement effrayantes. Le taux de mortalité infantile de la population noire était 2 fois supérieur à celui de la population blanche et l'espérance de vie moyenne d'un noir de Harlem, si l'on en croit un rapport des Nations Unies, était de 46 ans, c'est-à-dire moins élevé qu'au Cambodge et au Soudan. Ces écarts étaient analysés par certains en termes d'infériorité raciale, un défaut génétique en quelque sorte.
Il est pourtant parfaitement clair qu'évoluer dans un environnement terriblement défavorisé, quels que soient les atouts naturels d'un individu, constitue un handicap insurmontable pour des millions d'Américains, qu'ils soient noirs ou blancs. Une étude de la fondation Carnegie indiquait que de jeunes d'un niveau égal, dans les tests d'intelligence, si l'on admet la valeur pourtant douteuse de ce genre de test pour des enfants élevés dans des conditions différentes, ont des parcours différents selon la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. L'enfant d'un avocat ayant le même résultat au test que l'enfant d'un gardien d'immeuble avait tout de même 4 fois plus de chances d'aller au collège, 12 fois plus d'aller jusqu'au bout du collège et 27 fois plus de terminer dans la tranche des 10% de salaires les plus élevés. Pour remédier à cette situation et créer ne serait-ce qu'une égalité approximative des chances, il aurait fallu une redistribution drastique des richesses et une augmentation considérable des fonds publics destinés à la création d'emplois, à la santé, à l'éducation et à l'environnement. Au lieu de cela, le gouvernement, oubliant ou préférant oublier les conséquences désastreuses de ce type de politique déjà appliquée dans les années 1920, abandonnait la population à la loi du libre marché. Mais le marché se moquait bien de l'environnement ou des arts, et il laissait sur les bords de la route de nombreux Américains dénués du minimum nécessaire. Pas même un logement décent. Sous Reagan, le gouvernement avait réduit le nombre de logements sociaux de 400 000 à 40 000. Sous Clinton, on les supprima totalement. Malgré les promesses de nouvelle gouvernance faites par Clinton lors de son discours d'investiture, il n'y eut aucun programme audacieux destiné à pallier les déficits sociaux. Par exemple, bien que des sondages d'opinion dans les années 1980-1990 aient indiqué que le peuple américain était favorable à un système de santé gratuit et universel financé par le Trésor, Clinton ne semblait pas souhaiter défendre cette idée. Il se contenta de confier à sa femme la charge de présider une commission dont le rapport final, 1 millier de pages incroyablement dense et compliqué, n'offrait aucune solution au véritable problème. Comment garantir le droit à la santé de tous les Américains sans que l'avidité des compagnies d'assurance ne vienne s'en mêler? En dehors de la solution qui consistait à augmenter le déficit public, et on trouvait des économistes pour penser qu'il n'était pas nécessaire de réduire ce déficit tant que les besoins vitaux n'étaient pas tous satisfaits, il existait 2 sources de financement possibles pour un programme audacieux de reconstruction sociale. Mais l'administration Clinton ne souhaitait les appliquer ni l'une ni l'autre. L'une de ces sources était bien entendu la réduction du budget militaire. Au cours de la campagne présidentielle de 1992, Randolph Forsberg, un spécialiste des dépenses militaires, proposait un budget de la défense ramené à 60 milliards de dollars en quelques années qui permettait la démilitarisation de la politique étrangère des États-Unis et serait mieux adapté au monde de l'après-guerre froide. Au contraire, rappelons-le, ce budget continua d'augmenter après la chute de la cible prétendue de l'appareil militaire américain. À la fin du mandat de Clinton, le budget annuel de la défense atteignait les 300 milliards de dollars. La réduction radicale de ce budget demanderait que l'on renonce officiellement à la guerre, que l'on démantèle les bases militaires implantées à l'étranger et que l'on accepte, pour finir, le principe énoncé dans le préambule de la Charte des Nations Unies selon lequel le monde doit renoncer au fléau de la guerre. Cela devrait correspondre au souhait le plus profond de l'humanité, trop souvent réduit au silence par les slogans patriotiques « Vivre en paix les uns avec les autres ». La justification de ce spectaculaire changement de politique se trouverait dans le puissant argument moral qui tient compte du fait que, étant donné la nature même des guerres modernes, les populations civiles en sont les premières victimes. En d'autres termes, la guerre est aujourd'hui toujours une guerre contre les enfants. Et si on reconnaît à tous les enfants du monde un égal droit à la vie, il nous faut trouver les solutions pacifiques aux problèmes du monde. L'autre solution était d'imposer les grandes fortunes. Les 1% les plus riches de la population américaine avaient gagné plus de 1000 milliards de dollars au cours des années 1980-1990 à la suite de réductions fiscales. Cet impôt sur les grandes fortunes, qui n'a jamais été sérieusement envisagé aux États-Unis, pourrait parfaitement permettre de récupérer ces 1000 milliards de dollars au rythme de 100 milliards par an sur une période de 10 ans, sans pour autant changer les milliardaires en miséreux. En outre,
un véritable impôt progressif sur le revenu, en revenant au niveau d'imposition des grandes fortunes qui existait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, entre 70 et 90%, aurait permis de gagner encore une centaine de milliards de dollars par an. Or, si Clinton augmenta effectivement le taux d'imposition des revenus les plus élevés, il ne s'agit que de quelques points seulement, de 31 à 37% pour les particuliers, de 34 à 35% pour les entreprises. Cela constituait une concession pitoyable au regard des véritables besoins de l'ensemble de la population. Avec les 4 à 500 milliards de dollars récoltés chaque année par l'imposition et la démilitarisation progressive du système américain, on aurait pu affecter des fonds publics à la mise en place d'une couverture universelle de santé gérée par le gouvernement, à l'instar de Medicare ou du système de santé canadien, qui ne laisserait aucune place à l'avidité des compagnies d'assurance. Ces fonds auraient également pu profiter à un programme de retour au plein emploi qui aurait enfin appliqué la loi votée à cet effet en 1946. Par cette loi, le gouvernement s'engageait à donner l'opportunité de trouver un emploi utile à tous les gens à la fois capables et désireux de travailler. Au lieu de financer la construction d'avions meurtriers et de sous-marins nucléaires, des contrats publics pourraient être passés avec des entreprises à but non lucratif pour employer des travailleurs à la construction de logements, de réseaux de transport public ou pour nettoyer les rivières et les lacs, pour transformer enfin les villes en lieux de vie décents. L'alternative à ce programme audacieux était de continuer à faire comme avant, laisser les villes devenir des foyers d'épidémie, contraindre les populations rurales à supporter l'endettement et la saisie de leurs biens, n'offrir aucun travail utile aux jeunes et pousser ainsi une population désœuvrée composée de gens désespérés, pour la plupart des jeunes et des gens de couleur, à se tourner vers le crime et la drogue, constituant dès lors une menace pour le reste de la population. Confrontés au désespoir, à la colère ou à la désaffectation de la population, les autorités ont toujours eu la même réponse prévisible: construire de nouvelles prisons, enfermer plus de gens, exécuter plus de prisonniers. Et poursuivre ces politiques qui sont justement à l'origine du désespoir. De fait, à la fin de l'ère Clinton, l'Amérique pouvait se vanter d'avoir statistiquement la plus importante population carcérale du monde, un total de 2 millions de détenus, à l'exception sans doute de la Chine. Clinton prétendait mener une politique modérée répondant aux attentes de l'opinion publique. Pourtant, des sondages d'opinion effectués dans les années 1980 et au début des années 1990 montraient que les Américains souhaitaient ces politiques audacieuses que démocrates et républicains se gardaient bien de mettre en œuvre. Un système de santé gratuit pour tous, la garantie de l'emploi, des aides gouvernementales aux pauvres et aux sans-abri, l'imposition des grandes fortunes et la réduction du budget militaire pour financer les programmes sociaux. Ce fossé entre la politique du gouvernement fédéral et les attentes de la majorité des Américains laissait entrevoir la possibilité d'un autre scénario. Un scénario dans lequel les gens, à l'aube du nouveau millénaire, exigeraient que l'on tienne les promesses de la déclaration d'indépendance. Un gouvernement qui protège le droit égal pour tous à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Cela exigerait des dispositions économiques capables de distribuer la richesse du pays de manière rationnelle et humaine. Cela impliquerait la naissance d'une nouvelle culture dans laquelle on n'inculquerait pas aux plus jeunes qu'il faut se battre pour réussir, masque derrière lequel se dissimule l'avidité la plus brutale. Tout au long des années 1990, quand les républicains et les démocrates modérés étaient aux commandes, un très grand nombre de citoyens américains non représentés à Washington, parfaitement ignorés par la presse, contestèrent la politique gouvernementale de bien des manières et exigèrent une société plus juste et plus pacifique. Cette vitalité des citoyens évoluant hors des cercles du pouvoir n'attira jamais vraiment l'attention des principaux médias nationaux, excepté lorsqu'un phénomène prenait trop d'ampleur pour être ignoré. Même lorsque 500 000 adultes et enfants de toutes les communautés se rassemblèrent à Washington pour défendre les enfants, les journaux et les télévisions en parlèrent à peine. Les expressions de cette méfiance et de la résistance étaient pourtant nombreuses et variées. À Minneapolis, on menait une campagne incessante contre une entreprise qui fabriquait des mines antipersonnelles. Un ancien GI,
qui avait été mutilé par une de ces mines américaines, se rendit à Minneapolis pour se joindre à cette campagne, accompagné d'une jeune femme qui voyageait à travers le monde pour parler des enfants de tous les continents qui mouraient à cause des millions de mines antipersonnelles fabriquées par les États-Unis et par d'autres. 4 religieuses, les sœurs MacDonald, participèrent à cette manifestation et furent arrêtées. En 1994, à Los Angeles, 250 000 personnes descendirent dans la rue pour protester contre une nouvelle loi californienne qui ne reconnaissait plus les droits fondamentaux à la santé et à l'enseignement aux enfants des immigrés clandestins. Lorsque les États-Unis affirmèrent clairement leur intention de bombarder l'Irak, sous prétexte que ce pays refusait toute enquête sur ce que les dirigeants américains qualifiaient d'armes de destruction massive, la secrétaire d'État Madeleine Albright et d'autres responsables s'exprimèrent en public à l'occasion d'un town meeting à Columbus, Ohio, pour tenter d'obtenir le soutien de la population pour cette entreprise. Mais le scénario parfaitement huilé fut interrompu par un jeune homme qui, malgré un contrôle très strict des questions, s'arrangea pour atteindre l'estrade et interroger Madeleine Albright sur les nations alliées des États-Unis qui possédaient également des armes de destruction massive. La secrétaire d'État fut visiblement surprise et s'empêtra dans sa réponse, ce que tous les téléspectateurs de l'État purent facilement constater. Les projets de bombardement furent immédiatement reportés et les bombardements réguliers sur l'Irak ne reprirent que quelque temps plus tard dans un silence médiatique quasi total. Lorsque Madeleine Albright se vit remettre un diplôme honoris causa par la California University de Berkeley en l'an 2000, il y eut quelques manifestations de protestation dans l'assistance et une banderole gigantesque fut déployée sur laquelle on pouvait lire « Madeleine Albright est une criminelle de guerre ». On expulsa rapidement les manifestants avec leurs banderoles. En outre, l'étudiante désignée pour recevoir la prestigieuse médaille de l'université et pour faire le discours d'inauguration pour la cérémonie de remise des diplômes était une jeune palestinienne nommée Fadiya Rafidi. Elle avait été placée en fin de programme de façon à ce que Madeleine Albright puisse faire son discours et s'en aller tout de suite après. Mais la jeune fille était résolue à s'exprimer sur la politique américaine de sanctions contre l'Irak. Elle évoqua le blocus sur les médicaments à destination de l'Irak et les centaines de milliers d'enfants irakiens qui en étaient victimes. Elle reconnaissait que Saddam Hussein était un dictateur sans scrupules, mais ajoutait-elle, lorsqu'il a gazé les Kurdes, il l'a fait avec des armes chimiques fabriquées à Rochester, dans l'État de New York. Et c'est la CIA qui finançait son interminable guerre contre l'Iran, au cours de laquelle 1 million de personnes sont mortes. C'est la politique américaine qui a fabriqué ce dictateur et, lorsqu'ils n'en ont plus eu besoin, les Américains ont imposé des sanctions à son peuple. Les sanctions devraient être dirigées contre le dirigeant, non contre les peuples. En 1998, 7000 personnes venant de tout le pays convergèrent à Fort Benning, Géorgie, pour manifester contre l'école des Amériques, dont les diplômés, entraînés par les États-Unis, avaient ensuite perpétré de nombreux crimes dans divers pays d'Amérique latine. Les manifestants portaient 8 cercueils représentant les 6 religieux, le cuisinier et la jeune fille qui avaient été assassinés peu de temps auparavant par des soldats ayant fait éruption chez eux. En août 1999, à la date anniversaire du bombardement de Nagasaki, 8 militants pacifistes décidèrent de bloquer les voies d'accès à la base de sous-marins nucléaires de Bangor, dans le Maine. Cette base abritait 8 sous-marins Trident armés, à eux tous de plus d'1 millier de têtes nucléaires. Les manifestants furent arrêtés. Ils expliquèrent au jury les raisons de leur opposition aux armes nucléaires et furent finalement acquittés. La présidente du jury déclara ensuite qu'elle était fière d'avoir rencontré ces gens. Les mouvements des années 1960 avaient changé la culture américaine de manière irréversible. Une nouvelle prise de conscience s'exprimait à travers le cinéma, la télévision et dans le monde de la musique, la conscience que les femmes avaient des droits égaux à ceux des hommes, que la préférence sexuelle des hommes et des femmes était d'ordre strictement privé, et que le fossé grandissant entre les pauvres et les riches jurait avec le mot démocratie. Le racisme restait profondément ancré dans la société américaine. Preuve en était les continuelles violences policières à l'encontre des gens de couleur, les taux plus élevés de mortalité infantile chez les Noirs, le chômage des jeunes Noirs et l'augmentation conséquente du crime et des incarcérations au sein de cette population.
mais le pays devenait également plus divers. Plus de latinos, plus d'asiatiques et plus de mariages mixtes. Aux environs de l'année 2050, la population de couleur devrait être équivalente en nombre à la population blanche. Il y eut des tentatives ponctuelles pour organiser le mécontentement qui agitait l'ensemble de la communauté afro-américaine. À la fin des années 1980, on avait pu avoir quelques espoirs lorsque le responsable politique noir, Jesse Jackson, au nom des pauvres et des démunis de toutes les origines, la Rainbow Coalition, avait remporté des millions de suffrages lors des primaires au présidentiel et offert à la nation l'un de ces trop rares et trop brefs moments de renouveau politique. En 1995, 1 million de personnes convergèrent de tous les coins du pays vers Washington dans ce qu'on appela la marche des 1 million, pour faire savoir aux responsables du pays qu'ils entendaient bien devenir une force de changement. Si leur programme n'était pas très clair, il s'agissait néanmoins d'une extraordinaire expression de solidarité. À l'été 1998, 2000 Afro-Américains se retrouvèrent à Chicago pour fonder le Black Radical Congress. L'année suivante, le syndicat des débardeurs de la côte ouest organisa une grève de 8 heures pour protester contre l'incarcération et la condamnation à mort de Mumia Abu-Jamal. Journaliste noir respecté, Abu-Jamal avait été jugé et condamné dans de telles conditions que l'on pouvait suspecter que la couleur de sa peau, son radicalisme et ses attaques continuelles contre la police de Philadelphie n'étaient pas pour rien dans sa présence dans le couloir de la mort. Dans les années 1990, le mouvement syndical montra les signes d'une nouvelle vigueur, et ce malgré le déclin progressif du nombre des syndiqués à mesure que les entreprises américaines étaient délocalisées à l'étranger et que l'effectif des ouvriers diminuait au profit de celui des travailleurs du tertiaire et des services, plus difficiles à mobiliser. On assista à une nouvelle poussée du militantisme lorsqu'il devint parfaitement clair que le fossé entre les riches et les pauvres s'agrandissait. Dans les années 1990, le revenu des 5% les plus riches augmenta de 20%, alors que celui des classes moyennes et pauvres, en tenant compte de l'augmentation du coût de la vie, chuta ou resta au même niveau. En 1990, le salaire moyen des dirigeants des 500 plus grandes entreprises américaines était 84 fois supérieur à celui d'un ouvrier. En 1999, il lui était 475 fois supérieur. Le nouveau président de l'AFL-CIO, John Sweeney, issu du Syndicat international des services, signe d'une évolution indéniable du paysage social, parut se démarquer franchement du conservatisme de ce prédécesseur. Il lança l'idée d'un été du syndicalisme, en référence à l'été de la liberté qui avait eu lieu au Mississippi en 1964, faisant appel à l'idéalisme des jeunes pour aider à mobiliser les travailleurs des nouveaux services, les employés de bureau, les ouvriers agricoles et les travailleurs immigrés. Les syndicats perdirent bien quelques combats, par exemple à Decatur, Illinois, contre des méga-compagnies telles la Caterpillar Tractor Company, Firestone, Tires et Stiley Corporation. Mais il y eut également des victoires. Les salariés de la United Parcel se mirent en grève pendant 15 jours. Cet événement attira l'attention de l'opinion publique américaine et les grévistes imposèrent que les emplois à temps partiel, sans sécurité sociale ni aucun autre avantage social, soient transformés en 10 000 emplois à temps plein. Le syndicat des mécaniciens l'emporta également chez Boeing et chez McDonnell Douglas. Les employés de l'hôtellerie imposèrent aussi leurs revendications à Minneapolis et à San Francisco. Les femmes de ménage, pour la plupart des immigrés, l'emportèrent à Los Angeles lors d'une grève contre les propriétaires de gratte-ciel dans lesquels les travailleurs les plus pauvres de la ville nettoyaient les bureaux des hommes d'affaires les plus prospères. En 2000, la plus grande grève du tertiaire de l'histoire du pays se conclut victorieusement pour les 19 000 ingénieurs et ouvriers qualifiés de la Boeing Corporation qui exigeaient que leurs salaires soient alignés sur ceux des travailleurs des autres usines Boeing. L'une des plus grandes victoires syndicales des dernières décennies eut lieu dans le comté de Los Angeles en 1999 quand, après 11 ans de campagne, le syndicat international des services se vit accorder le droit de représenter les 74 000 travailleurs du secteur de l'aide médicale à domicile. Cette même année, le tout nouveau syndicat réunissant les travailleurs de la confection et ceux du textile sous le nom de UNIT, Union of
Needle Trade Industrial and Textile Employees, qui tentait depuis 25 ans de mobiliser les travailleurs des Cannon Mills en Caroline du Nord, remporta les élections syndicales dans 2 usines de Kannapolis. Les femmes se mirent à jouer un rôle primordial dans la nouvelle direction de l'AFL-CIO. Karen Nussbaum, qui avait été présidente de la 9to5 National Association of Working Women, devint directrice du département des femmes au travail de l'AFL-CIO et en 1998, 10 des 21 départements du syndicat étaient dirigés par des femmes. Une alliance entre les étudiants et le mouvement ouvrier fut mise en place pour la campagne du Living Wage en faveur des employés des universités. Cette campagne s'étendit rapidement à près de 150 collèges. À la Harvard University, par exemple, les étudiants se mobilisèrent pour exiger de l'administration de l'université, qui était assise sur un trésor de 20 milliards de dollars, qu'elle paie à ses surveillants et autres employés un salaire qui leur permette de nourrir leur famille. Nombre de ces employés étaient obligés d'avoir 2 emplois, et travaillaient donc 80 heures par semaine pour payer leur loyer, leur nourriture et les soins médicaux. Les étudiants de Harvard organisèrent des manifestations au cours desquelles les surveillants et les employés d'autres campus universitaires purent également exprimer leurs revendications. Les membres du conseil municipal de Cambridge et les dirigeants syndicaux, dont John Sweeney, prirent la parole pour leur apporter leur soutien. La venue de 2 jeunes stars du cinéma, Matt Damon et Ben Affleck, pour soutenir cette campagne du Living Wage attira une foule impressionnante. Tous les deux avaient vécu et suivi leur scolarité à Cambridge. Matt Damon avait passé quelques années à Harvard avant de partir pour Hollywood, et Ben Affleck parla avec émotion de son père qui avait travaillé pour un salaire de misère à Harvard. Comme la direction de l'université s'obstinait à refuser de négocier, 40 étudiants s'emparèrent de l'un des bâtiments de l'administration de Harvard et y demeurèrent jour et nuit pendant plusieurs semaines, encouragés à l'extérieur par des centaines de personnes qui campaient dans des tentes sur le gazon de l'université. Des messages de soutien aux occupants du bâtiment arrivèrent de partout et Harvard finit par accepter des négociations. L'administration de l'université alla jusqu'à augmenter certains salaires à 14 $ de l'heure et accorder le droit à la sécurité sociale tout en exigeant des contractants extérieurs qu'ils en fassent de même. Au printemps 2000, les étudiants de la Wesleyan University, au Connecticut, occupèrent eux aussi le bureau des admissions de l'université pour exiger que le président de l'établissement assure le living wage, une assurance médicale, une pension de retraite et la sécurité de l'emploi aux surveillants et aux autres employés de l'établissement. Après plusieurs jours d'occupation, l'université céda à leurs revendications. Des étudiants venus de tous les coins du pays organisèrent une convention sur les droits des travailleurs. Dans les universités de Yale, de l'Arizona, de Syracuse, du Kentucky et sur bien d'autres campus, les étudiants firent campagne pour soutenir les revendications des travailleurs. À une époque où les riches devenaient de plus en plus riches, la campagne pour le Living Wage gagna la sympathie de l'opinion publique. À Duluth, Minnesota, 56 organisations s'allièrent pour exiger du conseil municipal qu'il ne passe de contrat public qu'avec les entreprises qui garantissaient le living wage à leurs employés, c'est-à-dire quelques dollars au-dessus du salaire minimum officiel. La limitation à 5 ans de l'aide fédérale accordée aux familles ayant des enfants à charge, décidée dans le cadre de la législation sur la réforme du système social, signifiait que des millions de gens allaient être confrontés à la misère quand ces allocations leur seraient retirées. La mobilisation s'organisa sérieusement en vue de cette échéance, appelant tous les Américains à faire campagne pour l'éradication de la pauvreté. Une militante aguerrie de la lutte pour les droits sociaux, Jane Dijon, déclara à cette occasion « En l'an 2000, dans le plus riche pays du monde, personne ne devrait avoir faim, être sans abri et dans l'angoisse de ne pas pouvoir nourrir ses enfants et payer son loyer. » La Poor People's Economic Human Rights Campaign, PEHRC, de 1998, organisa une tournée dans 35 villes pour rassembler les témoignages de gens qui ne pouvaient même pas nourrir leur famille, dont l'électricité avait été coupée, qui avaient été expulsés de leur domicile parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. L'année suivante, certains membres de cette PPEHRC se rendirent à Genève pour témoigner devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.
Ils en appelèrent à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, qu'Eleanor Roosevelt avait contribué à mettre sur pied et qui déclarait que tous les êtres humains avaient droit à des salaires décents, à l'alimentation, au logement, aux soins médicaux et à l'éducation. Les autorités religieuses, qui s'étaient plutôt tenues en retrait depuis leurs engagements en faveur des droits civiques et contre la guerre du Vietnam, prirent position contre les inégalités économiques. À l'été 1996, le New York Times écrivait « Plus qu'à aucun autre moment de ces dernières décennies, les autorités religieuses font cause commune avec les syndicats en engageant leur autorité morale dans la dénonciation des ateliers clandestins et en soutenant l'idée d'une augmentation du salaire minimum. Le clergé ne s'était pas aligné sur les syndicats de cette manière depuis l'époque de César Chavez, leader charismatique des ouvriers agricoles des années 1970, voire depuis la dépression. Tous ces groupes et les gens qu'ils représentaient, les sans-abri, les parents isolés, les familles ne pouvant plus payer leurs factures, les 40 millions de personnes dépourvues d'assurance sociale et toutes celles dont l'assurance n'est pas suffisante, étaient confrontés à un incroyable mur du silence de la part des principaux médias nationaux. Leur vie, comme leurs inquiétudes, en étaient totalement absentes, permettant au mythe d'une Amérique prospère forgée par Washington et Wall Street de perdurer. Il y eut pourtant des tentatives courageuses pour contrecarrer cette domination des médias, en particulier après le vote de la loi sur la communication de 1996, qui autorisait la poignée d'entreprises dominant les ondes à étendre encore plus leur pouvoir. Une politique de fusion permit également de renforcer le contrôle sur l'information. Deux gigantesques entreprises de communication, CBS et Viacom, fusionnèrent en une énorme opération portant sur 37 milliards de dollars. L'écrivain latino-américain Eduardo Galeano affirma à ce propos qu'il n'y avait jamais eu autant de moyens de communication entre si peu de mains. Des médias alternatifs fournirent un effort désespéré pour ouvrir une brèche dans cette omniprésence. Il y avait aux États-Unis plusieurs centaines de stations de radio communautaires, dont le célèbre réseau Pacifica, qui apportait des informations et proposait des débats alternatifs à leurs auditeurs. À lui seul, David Barsamian offrait, à travers la diffusion par satellite de son alternative radio, des points de vue différents, interviews, conférences, etc., aux stations de tout le pays. Les journaux communautaires locaux, malgré leur faible tirage, essayaient de faire parler les gens ordinaires. À Boston, des sans-abri se regroupèrent pour lancer un journal, le Spare Change, afin de raconter, de publier leurs poèmes et de vendre le journal dans les rues de Boston et de Cambridge. Ils affirmaient que leur objectif était de donner la parole aux sans-voix et que leur journal était un instrument de mobilisation pour la communauté des sans-abri. En l'an 2000, le journal entrait dans sa 9e année. Cette idée s'étendit à d'autres villes américaines et il y eut bientôt, dans 40 d'entre elles, des journaux de rue qui formèrent la North American Street Newspaper Association. La National Coalition for the Homeless publiait pour sa part un mensuel d'information. Mais l'expression la plus spectaculaire de cette volonté d'informer le peuple américain sur la domination imposée par le monde des affaires aux gens ordinaires fut sans aucun doute la grande manifestation qui eut lieu à Seattle, État de Washington, fin 1999. Seattle avait été choisi pour recevoir l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Les représentants des institutions les plus riches et les plus puissantes du monde y étaient présents afin de conforter leur fortune et leur pouvoir et de faire en sorte que les principes du capitalisme s'appliquent à la planète entière. Des dizaines de milliers de gens convergèrent vers Seattle pour manifester contre le projet de l'OMC d'étendre les accords de libre-échange. Les manifestants affirmaient que cela signifiait la liberté pour les entreprises de partir à la recherche des main-d'œuvre les moins chères et des réglementations industrielles les moins soucieuses de l'environnement et des droits sociaux. Si les problèmes posés par le libre-échange étaient complexes, une idée simple semblait réunir tous les manifestants venus pour critiquer l'OMC. La santé et la liberté des simples citoyens du monde ne devaient pas être sacrifiées aux intérêts commerciaux. Plus d'1 millier d'organisations venues de 90 pays, syndicalistes, écologistes, groupements de consommateurs, groupes religieux, paysans, représentants des peuples indigènes, féministes et bien d'autres encore, signèrent une déclaration exigeant que les gouvernements freinent l'extension de l'OMC.
À Seattle, on assista à d'étranges alliances. Les sidérurgistes rejoignaient les écologistes et les mécaniciens se joignaient aux défenseurs des droits des animaux. Le 30 novembre, les paysans participèrent à une manifestation syndicale réunissant environ 40 000 personnes et les syndicats participèrent quelques jours plus tard à une manifestation de paysans. La presse porta une attention disproportionnée à un petit nombre de manifestants qui brisèrent des vitrines alors que l'immense majorité des manifestants étaient non violents. Ce sont pourtant ces derniers que la police décida d'attaquer au gaz lacrymogène et d'arrêter. Des centaines de personnes furent emprisonnées, mais les manifestations se poursuivirent. Des nouvelles de ce qu'il se passait à Seattle se propagèrent partout dans le pays et à travers le monde. La réunion officielle de l'OMC fut sérieusement perturbée par l'ampleur de la contestation et il y eut des signes de désaccord entre les pays industrialisés et ceux du tiers-monde. John Nichols écrivit dans Le Progressive « Tandis que les discussions officielles de l'OMC révélaient de profonds désaccords entre les délégations de l'hémisphère nord et celles du sud, la rue était le théâtre d'une unité jusqu'alors inconnue entre nord et sud. Les paysans du monde entier manifestaient ensemble. La grande rencontre organisée par la FL-CIO donna la parole à des orateurs venus d'une douzaine de pays. Et après les réunions organisées pour mettre en lumière les effets dévastateurs de la mondialisation sur la condition des femmes dans le tiers-monde, des multitudes de femmes venues d'Afrique, d'Amérique latine, d'Inde, d'Europe et des États-Unis formèrent une formidable chaîne humaine dans les rues de Seattle. Tout cela troubla au plus haut point la tenue du sommet de l'OMC et les discussions finirent par s'interrompre. Seattle permit donc de faire la démonstration de la remarquable capacité des citoyens à défier les entreprises les plus puissantes du monde. Mike Brannan écrivit dans le Journal des camionneurs. Le genre de solidarité dont nous rêvons tous était bel et bien présente quand les gens chantaient, jouaient de la musique et se tenaient debout devant les flics et les gens de l'OMC. Le peuple occupait la rue ce jour-là et nous en avons autant appris à cette occasion que l'Amérique des affaires. Les manifestations de Seattle coïncidaient avec l'essor d'un mouvement sur les campus et dans les différentes communautés américaines contre les terribles conditions d'exploitation imposées aux travailleurs, hommes, femmes et même enfants, du tiers-monde travaillant pour les entreprises américaines. Un mois après Seattle, on pouvait lire dans le New York Times « Au dire même des dirigeants d'entreprises, la pression des étudiants et autres opposants aux conditions d'exploitation des travailleurs a conduit certaines usines qui fabriquent des produits pour les géants de l'industrie tels que Nike ou Gap à revenir sur le travail des enfants, à réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs et à faire en sorte que les ouvriers ne soient plus de travailler plus de 80 heures par semaine. » Lors des événements de Seattle le mois dernier, les conditions de travail dans de telles usines avaient été l'une des questions centrales du mouvement et les manifestants avaient exigé que les traités commerciaux pénalisent les pays qui autorisent de telles violations de réglementation sociale. De nombreux dirigeants d'entreprises reconnaissent donc que ce mouvement anti-exploitation a payé. Seattle fut la première d'une série de rassemblements internationaux réunissant syndicalistes, étudiants, écologistes, bref, les opposants au contrôle grandissant exercé par les grandes multinationales sur l'économie mondiale. Après Seattle, les contestataires se rendirent systématiquement dans les lieux où se tenaient les sommets organisés par les militaires, Washington, Philadelphie, Davos, Los Angeles et Prague. Les responsables de la Banque mondiale et du FMI ne pouvaient se permettre d'ignorer un tel mouvement. Ils se mirent à affirmer leur intérêt pour l'environnement et pour les conditions de travail des salariés. Si l'on peut être certain que cela se concrétisa par des changements substantiels dans ces domaines, les chefs d'entreprise du monde entier ne peuvent plus désormais balayer d'un revers de main les critiques qui leur sont adressées. L'existence de ces différents courants de protestation et de résistance dans les domaines politiques, social et culturels permettra-t-elle au siècle prochain, au millénaire prochain, de remplir la promesse de la déclaration d'indépendance, c'est-à-dire le droit pour tous à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur? Personne ne peut le dire. Tout ce que l'on peut faire, c'est travailler dans ce sens, car l'immobilisme ne réussit qu'à aggraver la situation. Si la démocratie possède un quelconque sens, si elle dépasse les limites du capitalisme et du nationalisme, et si l'histoire a jamais pu nous enseigner quelque chose, cela ne tombera pas du ciel.
Cela se fera par le travail des citoyens, organisés et mobilisés dans la grève, par le boycott et les manifestations. Cela se fera en menaçant ceux qui détiennent le pouvoir de mettre en danger la stabilité dont ils ont absolument besoin pour se maintenir.